Buongiorno a tutti. Bonjour, nous pouvons commencer, on peut s'installer pour commencer cette réunion. Se mettete il... Benvenuti. Bienvenue, belle journée à vous tous. Chers collègues, honorable ministre de la Défense, honorable président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, messieurs les ambassadeurs, chers intervenants et invités, je vous souhaite la bienvenue ici à Rome, dans la nouvelle salle des groupes parlementaires de la Chambre des députés. Cette année marque le 30e anniversaire du groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Une fois encore, l'Italie a l'honneur d'accueillir cette importante réunion qui rassemble des parlementaires des pays membres de l'OTAN ainsi que des pays des partenariats pour la sécurité globale et pour la stabilité, y compris les collègues parlementaires issus des pays candidats à l'adhésion à l'OTAN. La présence parlementaire nombreuse et de haut niveau des pays partenaires constitue la véritable valeur ajoutée du séminaire d'aujourd'hui. Des occasions comme celle-ci, avec un public aussi large et de si haut niveau, sont une source de fierté pour nous tous, membres de l'Assemblée de l'OTAN, car elles reflètent le travail que nous menons avec ténacité grâce à un intense effort de diplomatie parlementaire. Notre objectif est de relever les défis qui se posent sur la scène mondiale, en cherchant à toujours rester fidèles à nos valeurs et en rapprochant la communauté euro-atlantique de ses partenaires voisins, afin de créer des alliances et des synergies constructives pour la paix et la prospérité. Nous traversons en effet une conjoncture difficile. Le contexte international est dramatiquement incertain. Nous assistons à des attaques incessantes contre les démocraties, l'état de droit et les règles du droit international. Nos économies souffrent de l'instabilité provoquée par les conflits et les ruptures du système multilatéral. La peur est revenue définir notre présent, laissant nos peuples à la merci d'un avenir semé d'incertitudes. Mais nous ne devons pas céder à la peur. Sur le flanc oriental de l'OTAN, la guerre fait des victimes innocentes depuis plus de 4 ans. Et je saisis l'occasion pour saluer la délégation ukrainienne qui est ici présente. Tandis que sur le flanc sud, les tensions s'exacerbent au Moyen-Orient et en particulier dans le Golfe. En terre sainte, malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis, les difficultés persistent dans le cadre d'un contexte plus large qui inclut l'Iran et sa menace nucléaire persistante et intolérable. Après les terribles attentats du 7 octobre et la riposte israélienne qui s'en est suivie dans la bande de Gaza, les opérations militaires se sont également étendues au Liban, impliquant la mission de la FINUL, à laquelle contribuent plusieurs pays de l'Alliance, dont l'Italie. Il faut donc tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle escalade du conflit. Et permettez-moi d'exprimer notre solidarité et notre soutien aux soldats déployés dans cette mission de paix. Dans ce contexte, le groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient constitue une plateforme de dialogue et de coopération pour tous ceux qui ont la volonté de s'engager sur la voie de la paix. Il faut faire de l'OTAN un rempart pour la sécurité, non seulement des pays qui en font partie, mais aussi de l'ensemble de la communauté des pays relevant de la vaste zone de la Méditerranée élargie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde interconnecté où il n'est pas possible d'envisager la stabilité et la sécurité sans garantir celle de nos voisins. La communauté euro-atlantique traverse une phase critique où l'unité de l'Alliance est mise en danger par la régionalisation des conflits.
Il est donc de notre devoir de réagir contre cette fragmentation. Il faut comprendre que les défis qui attendent la Méditerranée ne concernent pas seulement les pays qui appartiennent géographiquement à la mer Méditerranée, mais l'ensemble de la communauté atlantique, tout comme les défis liés à l'Arctique ne concernent pas seulement la région scandinave, mais nous tous. L'agenda de l'OTAN doit être davantage axé sur la définition d'actions communes visant à garantir la sécurité maritime, la protection des voies de communication stratégiques, la lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels transnationaux, la défense contre les menaces hybrides, qui sont toujours plus importantes, ainsi que la mise en œuvre d'une gouvernance de l'intelligence artificielle fondée sur la collaboration mutuelle et sur les valeurs de la personne humaine qui doit, elle, rester au centre des préoccupations. Il s'agit de défis globaux qui exigent un effort collectif. Il est nécessaire de travailler tous ensemble en conciliant les intérêts et en privilégiant les facteurs de convergence. Notre contribution, non seulement en tant que membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mais aussi en tant que membre d'une communauté plus large, celle qui relie l'Atlantique à la Méditerranée dans sa dimension élargie, doit être fermement ancrée dans nos valeurs, qui sont avant tout des valeurs fondées sur des principes de démocratie et de liberté. L'issue des conflits en cours en Ukraine, au Moyen-Orient et au Sahel est imprévisible. Il nous incombe donc précisément de favoriser un climat de détente en promouvant la paix et la justice entre les peuples. Et dans ce contexte, surtout dans une perspective d'avenir, la région méditerranéenne représente le terrain d'essai le plus exigeant pour l'affirmation d'un renouveau du pacte atlantique. L'action de l'OTAN ne doit donc plus être considérée comme la défense d'une seule partie du monde face à un bloc antagoniste, mais s'inscrire dans une logique aussi authentiquement globale que possible, incluant également la région Indo-Pacifique. Il est nécessaire d'ouvrir des canaux de dialogue avec nos partenaires les plus proches et de promouvoir avec eux les valeurs de paix, d'égalité et de liberté qui ont toujours caractérisé la communauté euro-atlantique et sur lesquelles nous entendons fonder nos relations dans le cadre de la Méditerranée élargie. Les parlements sont les lieux naturels pour construire ces processus de paix, car il s'agit des seules institutions capables d'incarner le pluralisme politique, social et générationnel sur lequel doit se construire l'avenir de nos peuples. Nous, parlementaires, sommes donc appelés à répondre à un appel précis à la responsabilité, en nous mettant au service de nos communautés, non seulement au sein de nos États nationaux, mais aussi sur le plan international, en construisant des réseaux capables de faire prévaloir les principes démocratiques également à l'échelle mondiale. Je suis certain que les interventions qui ouvriront cette première journée de réunion du groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient enrichiront considérablement en informations très importantes nos travaux. Je tiens enfin à remercier les présidents des deux chambres du Parlement italien qui soutiennent tous deux avec conviction l'action de notre délégation. Le président de la Chambre des députés, Lorenzo Fontana, qui ne peut pas intervenir aujourd'hui en raison d'engagement institutionnel concomitant, sera présent demain matin à l'ouverture de nos travaux et il nous adressera un message de bienvenue. Le président du Sénat, Ignazio La Russa, nous a envoyé un message que je vais vous lire. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Marcos Perestrello, cher président de la délégation italienne, Lorenzo Cesa, cher président du groupe spécial pour la Méditerranée, Calovini, par la présente lettre, j'adresse à vous ainsi qu'à tous les parlementaires et rapporteurs les salutations du Sénat et mes salutations personnelles à l'occasion de la réunion du groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient, le GSM de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, qui se tient à Rome, à l'occasion du 30e anniversaire de sa création et à laquelle participeront aujourd'hui le ministre de la Défense, Guido Crosetto,
que j'aimerais saluer de la part du Sénat. En même temps, dans un monde interconnecté comme celui dans lequel nous travaillons, avec des dynamiques globales pour garantir la paix et la sécurité en Occident, nous ne devons pas tracer une ligne de frontière à notre regard de la frontière méridionale à l'Orient de l'Alliance. Nous ne devons pas oublier les conséquences énormes de l'agression russe contre l'Ukraine. Je songe à la perte de vie humaine, à la destruction et aux souffrances du peuple ukrainien après des années de guerre. Mais je songe aussi à la conscience nouvelle de notre communauté transatlantique, conscience de devoir investir davantage sur les capacités de défense pour renforcer les capacités de dissuasion et protéger la valeur plus élevée pour nos nations, la paix. Tous ces thèmes seront abordés lors du séminaire auquel vous participez et je ne peux que vous adresser mes meilleurs vœux de réussite. Je suis convaincue que les échanges de ces 2 jours renforceront encore davantage les relations parmi tous vos pays. Donc merci au président pour cette lettre qu'il nous a adressée. Je cède maintenant la parole à l'honorable Calovini, président du groupe spécial Méditerranée, qui va lire le message qui nous a été envoyé ce matin de la part du président du Conseil, Giorgia Meloni. Donc, je prie l'honorable Calovini de vous lire le message. Grazie, Presidente. Merci, Monsieur le Président. Mes chers, je suis ravie de vous saluer à l'occasion du 30e anniversaire du groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui se réunit à Rome. 30 années de dialogue axé parmi les alliés partenaires du Moyen-Orient et de la Méditerranée. C'est un patrimoine qu'il faut mettre en valeur, il faut mettre au service des défis du moment. L'incertitude n'est plus une exception. Cela devient la nouvelle normalité et donc il faut avoir une approche tous azimuts, capable de lire les menaces et leur interconnexion et de les anticiper. C'est ce que l'Italie a choisi de faire pour l'OTAN. L'Italie, depuis toujours, soutient l'importance du flanc sud de l'OTAN. Ce n'est pas une convenience géographique, c'est une conviction stratégique. Jusqu'à présent, la sécurité de coopération a eu un rôle résiduel. Mais l'OTAN est très utile pour le partenaire parce qu'elle renforce les capacités et une contribution précieuse, mais conçue pour des scénarios différents par rapport à la conjoncture actuelle. Mais nous devons aller plus loin dans une époque dans laquelle l'instabilité menace la sécurité des alliés. Investir dans les partenariats avec le Sud n'est pas une diplomatie préventive, ça veut dire garantir notre défense. Donc, il est grand temps que nous recevions le poids stratégique de la défense. Nous suivons l'évolution des scénarios et nous travaillons pour soutenir toutes les initiatives utiles pour créer une nouvelle stabilité en intégrant la dimension politique avec la sécurité parce que les deux sont étroitement liés. Sécurité énergétique et résilience de l'infrastructure critique sont parmi les priorités les plus urgentes. J'ai voulu suivre ce dossier personnellement avec des missions au nord de l'Afrique, dans le Golfe et dans l'Asie centrale afin de renforcer des partenariats stratégiques, diversifier les sources d'approvisionnement et garantir solidité aux chaînes d'approvisionnement. Le renforcement des liens euro-atlantiques avec le partenaire du flanc sud rentre dans la même logique. Bâtir des architectures de coopération pragmatique fondées sur les intérêts communs, sécurité régionale, transition énergétique, résilience partagée. L'Italie va continuer de jouer son rôle, comme elle a toujours fait, pour garantir que le flanc sud puisse recevoir dans l'agenda de l'Alliance l'espace stratégique mérité, parce que nous sommes convaincus que comme ça, on pourrait construire le partenariat dont l'Alliance a besoin. La conjoncture actuelle est très importante. Le GSM est un espace dans lequel on peut construire la culture stratégique qui rend possible l'action commune. Je vous remercie et je vous souhaite un bon travail. Merci, Giorgia Meloni.
Sono ora particolarmente lieto Je suis maintenant particulièrement heureux de donner la parole au ministre de la Défense Guido Crosetto, que je remercie à nouveau d'être présent parmi nous, vraiment du fond de mon cœur. Je saisis cette occasion pour remercier le ministère de la Défense pour le soutien considérable qu'il nous apporte tout au long de cette législature et pour nous avoir donné la possibilité de visiter demain après-midi le quartier général de la marine militaire à La Storta et mercredi la base navale de Civitavecchia. Je saisis cette occasion pour remercier également à cet égard l'amiral Beruti Bergotto qui est là aujourd'hui avec nous. Merci, amiral. Et pour saluer les autres chefs d'état-major et les autres commandants et représentants des forces armées et des forces de l'ordre. La participation du ministre Crosetto à nos travaux est un signe tangible de l'enrichissement qui peut découler de l'interaction entre la dimension gouvernementale et parlementaire. Deux axes qui doivent dialoguer dans la perspective d'une collaboration fructueuse, capable de produire des propositions et des idées au bénéfice de la collectivité. Suivront les allocutions de bienvenue du président du GSM, Calovini, du président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Marcos Perestrello, et enfin le rapport du président de la Fondation Médor, honorable Marco Minniti. Je le remercie. À vous la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, monsieur le président. J'aimerais saluer Javier Colomina, représentant du secrétaire général de l'OTAN. J'aimerais saluer l'honorable Cesa, chef de la délégation italienne de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, le président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Marcos Perestrello, tout de même. Et merci d'être avec nous aujourd'hui, le chef du groupe spécial Méditerranée-Moyen-Orient, Calovini, la secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Berti, et le président de la Fondation Médor, Minniti, et vous tous qui nous honorez de votre présence. Je considère encore plus important pour le futur de l'OTAN l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN est plus importante que les gouvernements, les réunions des gouvernements, parce que c'est ici qu'on voit le futur de l'OTAN. Les gouvernements sont de majorité, mais pour les parlements, ce n'est pas la même chose. Et quand les parlements se rencontrent, il y a les représentants de la majorité et de l'opposition. Et ils partagent tous la nécessité de renforcer l'OTAN. Et donc, nous avons une perspective qui n'est pas visible au sein des gouvernements, parce que comme ça, nous nous engageons. Et non seulement par les gouvernements. Et c'est ce dont nous avons besoin en tant qu'OTAN, en tant qu'Assemblée atlantique. Nous avons besoin de certitude de notre futur. Le futur qui ne doit pas changer sur la base du changement de gouvernement, qui doit être renforcé malgré tout. L'OTAN n'est pas un club, ce n'est pas un lieu de culture. L'OTAN parle de défense commune. Il s'agit d'une grande alliance de défense commune. Une alliance dans laquelle une partie des pays du monde s'engage à se défendre mutuellement en mettant en commun les forces armées en cas de nécessité. C'est comme ça que l'OTAN est née après le deuxième conflit mondial. Et pour des décennies, nous avons vu l'OTAN croître, se renforcer. Et nous l'avons regardé d'une manière un peu blasée parce que nous pensions que c'était quelque chose de inutile, un gâchis de ressources, d'énergie, d'argent. Et au fil du temps, nous avons commencé à penser que c'était un héritage du passé, quelque chose qui venait de la Seconde Guerre mondiale, un outil très bureaucratique, très cher. Après, nous nous sommes réveillés. Pendant les dernières années, nous nous sommes rendus compte qu'une partie de notre sécurité et la quasi-totalité de notre dissuasion est dans les mains de l'OTAN. Il y a une seule nation au monde qui pourrait se passer de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis.
aucune de notre nation, en sortant de l'OTAN, aurait les mêmes conditions sécuritaires et de dissuasion. Nous en sommes tous conscients. Et dans les dernières années, cela nous a rappelé que chacun d'entre nous devait avoir un rôle. Nous étions habitués à ne rien faire. C'était beaucoup mieux. Nous avions plus d'argent pour acheter dans d'autres aspects. Parce que nous étions conscients que la défense ne crée pas les voies. Les pensions, la santé créent les voies, mais la défense est considérée comme quelque chose de négatif parce qu'on relie la défense toujours à la guerre. Donc, on relie la défense à quelque chose de négatif, mais la conjoncture actuelle nous a rappelé qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'hôpitaux s'il n'y a pas de paix. Et pourquoi? Parce qu'en Ukraine, les écoles sont fermées, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'énergie et la société s'est rendue compte du fait que la défense est importante pour une nation. Et la même chose arrive dans les autres pays du monde. Nos amis arabes se sont rendus compte de la même chose. Ils se sont réveillés un jour attaqués par un pays voisin qu'ils n'avaient pas attaqué. Et nous devons penser à ça aussi parce que nous avons appris que la guerre moderne est différente par rapport à la guerre qu'on combattait en suivant les règles. Donc on commence à avoir une guerre chez soi parce que le voisin, du jour au lendemain, a décidé de faire augmenter le chaos. Et donc, si j'ai été attaqué par Israël, j'attaque le Qatar, le Koweït, l'Oman, j'attaque les autres pays parce que comme ça, je peux faire augmenter la confusion dans le monde. Je vais bloquer le détroit d'Ormuz parce que comme ça, chez les Autrichiens, les Grecs, les Canadiens, je vais amener une guerre, une nouvelle guerre de laquelle ils ne se seraient jamais rendus compte. Le prix du pain augmente, le prix du gaz augmente, le prix du réchauffement et cette guerre devient leur guerre aussi. Nous sommes dans ce monde en ce moment. C'est un monde difficile et c'est pour cela que l'OTAN est toujours plus importante. C'est pour cela que cette alliance est toujours plus importante. Et même le flanc sud est très important. Très souvent, quand nous, pays du flanc sud, avons parlé du flanc sud, et là aujourd'hui aussi, on nous regarde comme des personnes qui parlent d'un problème qui n'existe pas. Comme ceux qui parlaient du possible attaque russe il y a 5 ans. Ce n'était pas envisageable, ou de l'attaque iranienne, cela n'existait pas. Mais cela existe toujours après que la guerre a eu lieu. Nous devons commencer à penser aux problèmes en amont, avant que les problèmes deviennent de vrais problèmes. Et parler du flanc sud aujourd'hui, cela veut dire parler exactement de cela. Aujourd'hui, vous êtes à Rome. Rome était la capitale de l'un des empires plus importants au monde. Quand elle est arrivée au maximum, et beaucoup des nations qui sont là aujourd'hui présentes étaient parties de l'Empire romain, et ben l'Empire s'est écroulé à cause des attaques de quelques barbares jeunes en rage. L'Empire s'est écroulé en très peu de temps et c'était le plus grand des empires avec une armée énorme. Pensez à une Europe où l'âge augmente et en 2100, l'âge moyen rapprochera 50 ans. Une Europe qui fait frontière avec un continent qui en 2100 aura plus de 3 milliards d'habitants, avec un âge moyen de 17 ans. Pauvres, en colère, affamés. Nous pourrions laisser le problème à nos enfants, ou alors nous pourrions y penser aujourd'hui en tant qu'OTAN. Et nous pourrions penser aujourd'hui à ce qui peut se passer au Liban, par exemple, là où nous avons 1,5 million de réfugiés. Et 1,5 réfugiés aujourd'hui au Liban, cela veut dire 1,5 million de personnes qui aimeraient venir en Europe, pour être plus sûr. Si les Nations Unies décident d'interrompre les missions que nous avons continué de
de créer pendant une décennie. Je pense que cette assemblée est la base culturelle et politique, parce que dans cette assemblée, il y a tous les partis, tous les parlements, pour bâtir notre défense, pour construire notre sécurité. C'est la base à partir de laquelle les gouvernements peuvent agir et à partir de laquelle l'OTAN peut agir. Mais le rôle de cette assemblée est crucial pour découvrir à nouveau la nécessité de l'OTAN, pour découvrir à nouveau la nécessité du dialogue en Occident, pour penser, je vous le dis avec sincérité, pour penser à une nouvelle OTAN qui est capable de élargir ses frontières, qui sait s'ouvrir à d'autres pays qui partagent avec nous les mêmes valeurs. Parce que on ne peut plus limiter l'OTAN à l'Atlantique. Parce que le monde d'un temps était le monde de l'océan Atlantique, mais aujourd'hui le monde est beaucoup plus élargi. Et l'OTAN naît pour défendre ses pays, elle doit s'élargir, elle doit devenir plus forte, elle doit élargir ses frontières, elle doit mettre en commun les valeurs avec d'autres pays. Parce que nous avons la nécessité de nous défendre ensemble. Nous avons ouvert l'OTAN au Japon, à la Corée, nous devons ouvrir l'OTAN à tous les pays qui aimeraient commencer une démarche de ce type. Nous devrions impliquer les observateurs. Nous ne devons pas nous formaliser avec ce que nous avons construit dans les années du passé. Je pense à la même chose pour ce qui est de l'Europe. Quand je parle de défense européenne, je ne pense pas à la défense avancette. Quand je parle de défense européenne, je pense à la défense continentale. Je songe aux Balkans, je songe au Royaume-Uni, je pense à la Moldavie, à la Norvège, à la Turquie, à l'Europe continentale. Nous devons continuer. Nous devons penser à un monde toujours moins sûr. Et donc nous devons coopérer. Vous êtes la base, vous êtes la culture sur laquelle on peut construire ce futur. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, non seulement parce que je respecte cette assemblée et je respecte l'Alliance Atlantique, mais aussi pour vous donner cette responsabilité. Chacun d'entre nous joue un rôle supérieur aux capacités respectives. Nous sommes obligés à penser à un futur et à orienter nos nations dans un futur toujours plus difficile. Et j'aimerais que vous, dans le cadre de l'OTAN, ayez cette responsabilité, parce que vous devez contaminer vos parlements, vous devez contaminer vos nations pour expliquer qu'il n'y a pas de futur si on ne réunit pas toutes les nations libres, si on ne construit pas une charte de valeurs, de règles internationales à partir desquelles donner à nous tous et à nos enfants un meilleur futur. Je suis certain que vous serez à même de faire cela. Merci. Ringrazio. Je remercie une nouvelle fois le ministre Crosetto pour son intervention. Comme d'habitude, une intervention très éclairante. Monsieur le ministre, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Il est grand temps que les parlementaires de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, même à l'intérieur des parlements, là où il est très difficile de parler de l'OTAN, nous devons avoir le courage de regarder plus loin. Vous avez mentionné, monsieur le ministre, la situation démographique de l'Europe, de l'Afrique, du monde du futur, mais la politique ne doit pas penser uniquement à la conjoncture actuelle, parce qu'elle est vouée à l'échec. L'idée de lier l'OTAN à d'autres partenaires est très importante et c'est ce que nous faisons déjà avec le président Perestrello. Nous nous sommes rendus en Inde, au Japon, dans d'autres lieux du monde. Nous avons ici les représentants et nous en sommes fiers. Nous avons l'Algérie, l'Égypte, des pays voilà, venant d'autres régions. Par exemple, le Golfe. Nous devons avoir la force de continuer comme ça parce que l'OTAN est considérée une organisation politico-militaire. L'organisation des pays riches, mais on doit changer cette idée. Nous devons essayer d'expliquer que
Nous ne voulons pas prendre les rênes. Nous voulons ensemble construire une OTAN élargie. Parce que uniquement comme ça, nous pourrons garantir la paix pour faire face à tout ce qui arrive dans le monde avec la Chine qui construit des navires de guerre à une vitesse toujours plus élevée, avec tous les pays qui renforcent la défense. Donc l'idée du président Perestrello et de Benedetta, voilà, nous devons la renforcer, nous devons ouvrir un dialogue sur ces sujets. Je tenais à dire cela. Je donne la parole au président du GSM. Merci et je cède la parole à l'honorable Calovini. Grazie Presidente, grazie Ministre. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre de vos propos. Mesdames et Messieurs, chers ministres, chers collègues, chers amis, permettez-moi de m'exprimer ainsi. Bienvenue à Rome. C'est pour moi un immense plaisir que de pouvoir vous accueillir ici, en Italie, à Rome, à l'occasion du 30e séminaire annuel du groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant crucial de l'histoire. Le paysage géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a connu des profonds bouleversements caractérisés par les conflits, l'instabilité, mais aussi par un potentiel indéniable de transformation et de croissance. Ces dernières années, les actions des acteurs étatiques et non étatiques ont redéfini notre conception de la sécurité et de la coopération dans toute la région. L'influence déstabilisatrice de l'Iran a suscité des réponses fermes de la part de l'OTAN et la transformation en cours exige une approche unifiée de la part de l'OTAN. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous allons partager nos opinions sur ce que nous devons affronter, les tendances géopolitiques, les opportunités économiques, les exigences de sécurité, non seulement en Libye, mais également dans l'ensemble de la région du Sahel. Saisissons donc cette occasion pour renforcer nos partenariats, pour approfondir le dialogue politique et explorer des solutions durables qui contribuent à la paix et à la stabilité dans cette région cruciale. Je vous encourage tous à participer activement, à partager vos points de vue, à travailler en collaboration alors que nous menons ces discussions aussi importantes. Je vous remercie de votre engagement et je me réjouis à l'avance des échanges fructueux qui nous attendent dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci à Giangiacomo Cavallini pour son intervention si précise. Je suis très heureux de voir que l'on t'a confié la présidence du groupe spécial pour la Méditerranée. C'est une charge importante qui a une valeur particulière, notamment aujourd'hui dans cette période historique. Je suis certain que ta contribution sera fondamentale dans la suite des travaux. La Méditerranée élargie est un espace mondial qui doit servir de pivot pour le rééquilibrage entre les puissances mondiales. C'est dans des zones stratégiques telles que celle-ci qu'il est possible de semer les idéaux de la démocratie et de la liberté et de redonner ainsi de l'espoir au monde. Je passe maintenant la parole au président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Marcos Perestrello. Merci Lorenzo, merci beaucoup, chers amis, chers collègues. C'est vraiment un grand honneur pour moi que de pouvoir ouvrir ce séminaire du GSM ici, dans la magnifique ville éternelle qu'est Rome. Je souhaite tout d'abord exprimer ma gratitude la plus profonde au Parlement italien, à la délégation italienne auprès de la délégation de l'OTAN et notamment à Lorenzo et à Giangiacomo. Merci infiniment pour votre accueil que j'ose définir d'exceptionnel. Merci également pour le rôle actif que vous avez joué et que vous continuez de jouer au sein de notre Assemblée. L'Italie a toujours été un fer de lance pour notre alliance, grâce à son rôle de leader, grâce à sa vision, notamment en ce qui concerne le flanc sud de notre alliance. Il est donc plus que correct que de nous réunir ici à Rome pour célébrer ce point d'arrivée si important pour notre Assemblée, c'est-à-dire le 30e anniversaire du groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient.
Ce séminaire reflète l'importance que joue l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pour ce qui est de la sécurité, de la stabilité et de la diplomatie parlementaire sur le flanc sud. Pendant 3 décennies, le GSM a servi de pont entre la communauté euro-atlantique et nos partenaires au sein de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Notre mission reste claire. Il s'agit de renforcer le lien transatlantique en continuant d'aider nos partenaires et en investissant dans la coopération. Nous sommes en effet convaincus du fait que la sécurité de l'OTAN est étroitement liée à la stabilité du voisinage méridional. Aujourd'hui, alors que nous nous trouvons face à un scénario global caractérisé par l'imprévisibilité, la volatilité, ce principe essentiel est plus que jamais important. Nous vivons un moment de grande transformation. Notre voisinage méridional qui va du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord, jusqu'au Sahel, est en train de vivre une période caractérisée par une transformation très profonde. Dans les 3 jours qui viennent, nous allons nous attacher à examiner la façon dont les changements géopolitiques globaux et les compétitions entre puissances sont en train de redéfinir les rôles des puissances régionales. Il ne faut pas perdre de vue le fait que notre contexte de sécurité n'est pas fragmenté. Les menaces auxquelles nous devons faire face sont interconnectées. La menace de la Russie contre l'Ukraine n'est pas seulement une crise européenne, c'est une crise globale qui a un impact direct sur l'OTAN et sur sa position en ce qui concerne la dissuasion et la défense. Mais les retombées de la guerre, nous les retrouvons également au Moyen-Orient ou en Afrique. Par exemple, les marchés énergétiques sont complètement bouleversés, ce qui entraîne l'instabilité économique, l'insécurité alimentaire. Cette guerre a montré et a mis en exergue le lien profond qui existe entre le flanc sud et le flanc est de l'OTAN. Le programme de notre séminaire est vraiment un programme très vaste. Nous allons examiner les défis ainsi que les opportunités qui se posent à nous dans les différents domaines, la connectivité et la sécurité partagée par exemple. Nous allons nous concentrer sur le rôle de la région du Golfe comme étant un hub global pour le commerce et la connectivité énergétique. Nous allons également aborder le thème de notre coopération et de la façon dont nous allons pouvoir renforcer cette coopération. Nous allons également parler des infrastructures critiques, de la sécurité énergétique, des couloirs stratégiques, c'est-à-dire les routes qui représentent la charpente de notre coopération. Nous allons également reconnaître le rôle déstabilisateur de l'Iran et nous allons parler des attaques inacceptables que l'Iran a livrées contre nos partenaires qui sape la sécurité mondiale. Il nous faut également parler de la menace asymétrique du terrorisme qui continue à représenter un danger pour nos citoyens et qui continue de soutenir des acteurs externes hostiles. Eh bien, la réponse à tout ceci n'est pas l'isolement. Bien au contraire, il faut mettre sur pied un dialogue approfondi. Et nous continuons d'être convaincus de la nécessité d'une approche à 360 degrés de la part de l'OTAN, ce qui veut dire renforcer nos partenariats par le dialogue méditerranéen, par la coopération, par le document d'Istanbul, pour promouvoir de nouveaux accords de coopération dans toute l'Afrique. Chers collègues, nous sommes ici pour écouter, pour apprendre et également pour guider. Donc je vous encourage à prendre part à nos débats. Des débats qui doivent se baser sur la franchise, sur le respect, sur l'esprit constructif qui ont toujours caractérisé le GSM dans ces 30 années d'existence. Et je souhaite encore une fois, pour conclure, remercier nos collègues italiens qui nous ont accueillis ici, mais également merci aux experts, aux collègues membres des parlements des différents pays partenaires. Merci de votre présence, de votre engagement et j'attends avec grand intérêt nos débats. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir souligné les grands défis que l'OTAN doit aborder aujourd'hui. Et à mon tour, je souhaite mettre en exergue l'appel que tu as lancé à nous tous qui sommes ici présents, c'est-à-dire la nécessité de renforcer le dialogue entre nous. Le but étant de faire en sorte que la paix soit vraiment
présente dans nos pays et partout dans le monde. Donc, merci beaucoup au président Perestrellos. Merci pour ton travail quotidien. Merci également d'avoir souligné l'importance des partenariats. Je souhaite te remercier et rappeler que nous avons fait un grand nombre de missions dans l'Indo-Pacifique, en Afrique, parce que vraiment il est nécessaire de renforcer le dialogue entre tous les pays qui se situent autour de la Méditerranée. Je souhaite d'ailleurs remercier tous les ambassadeurs de ces pays qui sont ici présents. Donc merci infiniment à Marcos. J'invite maintenant le président de la fondation Medor, Marco Minniti, à prendre la parole. Je me souviens avec grand plaisir de son expérience en tant que membre de la délégation italienne à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pendant la législature 2001-2006. Marco Minniti a une grande et riche expérience politique. Il a également été ministre de l'Intérieur de notre pays. Il a toujours fait preuve d'une grande capacité à analyser les dynamiques internationales et il a su apporter une contribution importante à l'Italie dans la gestion des flux migratoires. Donc, merci infiniment au président Minniti. À vous la parole. Merci. Je remercie la présidence pour l'invitation qui m'a été adressée. C'est un honneur extraordinaire pour moi. Par ailleurs, comme vous venez de le rappeler, à mon tour, j'ai fait partie, sans grand mérite, de cette assemblée il y a pas mal d'années. Et à l'époque, c'est vrai que je m'étais occupée de l'élargissement à est de l'OTAN. Eh bien, c'était un autre monde. Aujourd'hui, nous vivons dans ce que j'oserais définir avec un mot peut-être très engageant, l'époque de l'incertitude. L'incertitude, ce n'est pas une donnée conjoncturelle. L'incertitude, c'est quelque chose de structurel à notre époque. Le monde sera accompagné pendant longtemps par une incertitude radicale. Incertitude radicale, donc, et un monde caractérisé par des fractures dramatiques. Cela n'était jamais arrivé. Nous vivons, je crois, le moment le plus difficile après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, nous avons vécu d'autres moments difficiles, mais pas autant que celui-ci. Dans ce domaine, dans ce scénario, la Méditerranée a un rôle essentiel à jouer. La Méditerranée est revenue au centre de l'agenda de la planète. Cette mer, la mer Méditerranée, que pendant longtemps nous avons envisagée comme étant une mer fermée, oui, une mer importante, mais pas si importante que cela, pour ce qui était des équilibres mondiaux, eh bien, il n'en est pas ainsi. C'est ici que se jouent les paris fondamentaux pour le monde, mais pas pour l'Europe, pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, mais pour les équilibres globaux de la planète. C'est ainsi que, d'une certaine façon, nous pouvons reprendre un vieux raisonnement qui avait été fait par un grand historien français, Fernand Braudel, qui nous avait parlé et qui a beaucoup écrit sur la centralité de la mer méditerranéenne. Eh bien, dans cette partie du monde, se jouent trois éléments essentiels. Premier élément essentiel, les déséquilibres démographiques. L'Europe, techniquement, est en récession démographique. Nous sommes très bons lorsqu'il s'agit de créer de nouveaux synonymes. Eh bien, la vérité, c'est que l'Europe fait trop peu d'enfants. Et c'est ce que l'on appelle la récession démographique. D'un autre côté, nous avons un continent qui est l'Afrique, qui grandit d'une façon exponentielle du point de vue démographique. Eh bien, ce phénomène, il faut le gouverner. Il ne fait aucun doute du fait que l'émergence humanitaire peut être utilisée comme outil, comme instrument pour attaquer les démocraties et pour attaquer nos pays. Je vous invite à faire mémoire du fait qu'avant l'attaque russe de l'Ukraine, il y a eu une pression très forte en utilisant le levier migratoire. Vous vous souvenez le bois de Miegowica en Pologne? Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Eh bien, l'Europe avait réagi. Mais nous savons parfaitement que les déséquilibres démographiques et la crise humanitaire peuvent devenir un instrument de guerre. Une guerre asymétrique, oui, mais il s'agit toujours d'une guerre.
Voilà pourquoi il nous faut construire un grand pacte, un pacte entre l'Europe et l'Afrique, par des réseaux légaux, bien entendu, et lutte contre les trafiquants d'êtres humains. Et face à cela, nous ne devons plus penser que les migrations sont une situation d'urgence à affronter. Non, c'est une donnée structurelle qui caractérise notre planète. Et c'est ainsi que nous devons l'aborder. Deuxième élément, dans la Méditerranée, il y a la question des matières premières, les minéraux fossiles. Il suffit de penser à ce que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. Deuxièmement, les matières premières critiques. Nous savons parfaitement que, à l'avenir, les matières premières critiques constitueront une richesse essentielle. Et dans une partie fondamentale de la Méditerranée, il y a une ressource essentielle à ce niveau-là. Troisièmement, les questions afférentes au développement de l'agriculture. Nous ne sommes pas sans savoir que, en ce moment, précisément, la zone de développement potentiel pour de nouvelles cultures se trouve précisément en Afrique. Si toutes les terres potentiellement arables en Afrique étaient vraiment cultivables, on aurait une autosuffisance alimentaire non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Et j'ajoute la question des énergies renouvelables. Techniquement, la Méditerranée représente la zone la plus facile à gérer à ce niveau-là. Enfin, un autre élément essentiel, c'est la sécurité mondiale. À ce jour, de l'autre côté de la Méditerranée, dans le Sahel, nous avons l'incubateur de terrorisme international le pire du monde. Il suffit de penser qu'une organisation qui s'appelle JIRIM, qui est rattachée à Al-Qaïda avec les Touaregs du Nord, a entouré Bamako, encerclé Bamako. Et nous savons très bien que même à ce niveau-là, il s'agit de quelque chose de très délicat à affronter, parce que lorsqu'il y a une grande instabilité internationale, le terrorisme international peut trouver son chemin pour accélérer, pour accentuer ces défis. N'oublions jamais que l'État islamique a été dérouté militairement, mais il n'a pas été éliminé totalement. Et je peux ajouter un autre élément. Il nous faut évaluer avec une grande attention ce qui est en train de se passer en Syrie et en Irak, parce que lorsque les lieux de tension des foreign fighters, des États islamiques, sont difficiles à gérer, eh bien nous devons penser là aussi à l'avenir et nous devons comprendre ce qui peut se passer. Alors si tout cela est vrai, il nous faut comprendre un élément très simple à saisir. À partir du moment où la Méditerranée redevient centrale, l'Alliance atlantique ne peut pas éviter d'envisager ce nouveau scénario. L'Alliance atlantique, telle que cela a été dit de façon très exhaustive, c'est une alliance politique et militaire qui est née pour établir une relation entre les deux berges de l'Atlantique. Et c'est une alliance fondamentale qui doit aujourd'hui retrouver sa centralité. Sa centralité veut dire qu'elle doit devenir un acteur global pour la planète. C'est précisément le sens de votre présence ici. Nous sommes un acteur global de la planète. Dans cette circonstance, non seulement la mission de l'OTAN n'est plus actuelle, mais bien au contraire, elle a été relancée avec une prise de conscience fondamentale, et par cela je conclus. Premièrement, pour avoir une OTAN plus solide, nous avons besoin d'une défense européenne autonome. Ces deux éléments ne vont pas l'un contre l'autre. Il ne faut pas voir la situation de cette façon. Une défense autonome européenne permet à l'OTAN et aux États-Unis d'être plus forts. Permettez-moi d'être clair. Permettez-moi également de vous rappeler une phrase qui a été prononcée à la fin des années 90 par une secrétaire d'État américaine qui s'appelait Madeleine Albright. Seulement pour vous faire comprendre que nous sommes en retard au niveau de la défense européenne. À la fin des années 90, on disait que la défense européenne devait être un élément central. 26 ans se sont écoulés. Madeleine Albright disait: il n'y a pas de contradiction entre l'OTAN et la défense européenne. Il faut simplement garder à l'esprit les 3 D. Absence de discrimination,
absence de double et absence de décapitation. Donc, aucune discrimination, pas de double et pas de séparation. Les 3 D, donc en anglais, sont absolument et extraordinairement actuels. Alors récupérons ces éléments, récupérons-les, insérons-les dans nos connaissances. Et enfin, lorsque j'ai parlé d'incertitude, j'ai dit que l'incertitude va nous accompagner pendant très longtemps. Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que le vieil ordre mondial n'existe plus. Nous ne revenons pas en arrière. On ne peut pas imaginer qu'on va fermer la parenthèse et on va revenir au temps du passé. Non, ce n'est pas une parenthèse qui nous permettra de revenir au passé. Pas du tout. Le vieil ordre mondial, la vieille donne mondiale n'existe plus. Nous avons une guerre au cœur de la Méditerranée, au cœur de l'Europe. Nous avons la guerre en Iran, nous avons les conflits civils au sein de l'Afrique. Alors il nous faut être conscients d'une chose. C'est très facile. Même les difficultés auxquelles nous devons faire face sur ce parcours vers la désescalade ou vers la paix même, nous expliquent une chose très simple. Lorsque le vieil ordre mondial se brise, lorsque l'on veut construire la paix en Ukraine, lorsque l'on veut construire la paix au Moyen-Orient, une désescalade avec l'Iran, eh bien, il faut avoir une vision globale de la planète parce que tous ces éléments sont enchaînés. C'est bien pour cela que si nous voulons envisager une paix stable et durable dans le monde, nous devons nous exprimer très clairement. Un nouvel ordre mondial sans le sud du monde n'est pas envisageable. Je ne sais pas si le message est clair, hein? Il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons construire un nouvel ordre mondial qui offre des perspectives de paix et durable au monde entier, nous devons savoir dialoguer avec le sud du monde. Voilà quel est le sens, voilà quelle est l'urgence que l'OTAN doit envisager. L'OTAN doit avoir des relations avec le sud du monde. Et c'est là le sens, c'est là la raison pour laquelle nous pourrons construire un futur meilleur pour nos communautés. Je vous demande pardon si j'ai été un peu trop franc et tranchant dans mes propos, mais vraiment, le moment est venu où il faudra mettre de côté les nuances. Je suis une personne qui, de par son expérience, sait parler avec des nuances, mais le moment est venu de mettre de côté les nuances et de nous parler franchement. Merci infiniment de votre attention. Grazie, grazie alla Presidente. Sì, grazie. No, siccome... Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre intervention très éclairante. Merci pour votre clarté dans la description des problèmes. Alors, j'aimerais inviter les collègues à poser leurs questions. Alors, nous avons déjà l'Albanie, Finlande et Grèce. On s'arrête là. Alors, je vous prie de bien vouloir poser des questions brèves. Merci. Alors, j'ai écouté le discours avec grand plaisir. La question est la suivante. Quand nous parlons de Moyen-Orient, quelle est votre opinion par rapport au rôle de la Chine? Parce que je pense que dans le cadre que nous avons décrit, il est important de voir le rôle de l'OTAN vis-à-vis de la Chine. Lei ha fatto benissimo, la ringrazio per... Merci de votre question. La Chine est l'invité en pierre. Dans tout ce raisonnement qu'on a décrit, il y a la Chine. La Chine utilise la même réponse qu'elle a utilisée pour l'écroulement du mur de Berlin en 1989. Lors de l'écroulement du mur de Berlin, la Chine craignait un monde unipolaire. Et elle a inventé ce slogan « Hiding your capabilities, biding your time ». Ce n'était pas un slogan de parti.
Dans ces phrases, on pouvait voir l'esprit d'un peuple. La Chine attend, elle cache ses capacités. De temps en temps, elle les rend évidentes, mais elle les cache généralement. Elle attend ce moment. Et pensez à une seule information. Nous avions pensé que le blocage d'Ormuz aurait engendré l'écroulement du commerce chinois. Nous pensions que l'économie chinoise serait en difficulté, mais les données de mars nous disent quelque chose de très simple. Exportations chinoises, elles ont augmenté de 14,5%. Il ne s'agit pas de données secrètes, il s'agit de données publiques. Et pourquoi je vous parle en ce terme? La Chine attend ce moment. Ce moment s'appelle Taïwan. Est-ce que c'est clair? C'est la seule chose que nous ne pouvons pas faire. Rendre plus simple la lutte de la Chine pour obtenir Taïwan. Parce que dans cette ère d'incertitude, la Chine pense que saisir Taïwan va être la chose la plus simple au monde. C'est pour cela que l'OTAN doit être un élément de dialogue avec le sud du monde. Parce que si vous me le permettez, moi, je porte beaucoup de respect pour la Chine, mais je ne pense pas que nous pourrions laisser la Chine toute seule en tant qu'interlocutrice, parce que la Chine est représentante du multilatéralisme dans le monde. Mais si nous pensons que la Chine est représentante de multilatéralisme dans le monde, voilà, il y a de quoi être préoccupé. Et je vous le dis en tant que connaisseur de la leadership chinoise. Maintenant, la parole au chef de la délégation finlandaise. Vous avez demandé de prendre la parole, Finlande et après Grèce. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier, faire un commentaire et après poser une question. Alors, tout d'abord, merci à tous les collègues de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci pour la visite en Finlande récemment. Vous n'avez pas pu profiter des saunas, des lacs finlandais, mais j'aimerais vraiment dire merci parce que vous avez participé à cette visite en Finlande. Les alliés de l'OTAN doivent garantir la sécurité du flanc sud. Cette approche à 360 degrés de l'OTAN est cruciale. Si une menace à la sécurité arrive en Italie ou en Grèce, cette menace va arriver dans les pays du Nord, dans les pays scandinaves. Nous devons être conscients de cela. Vis-à-vis du futur aussi, comme l'a dit l'honorable Chase dans son discours d'ouverture, aucun pays européen peut penser que sa propre sécurité est détachée de la sécurité des autres. Nous sommes tous responsables de notre sécurité commune dans le sud de notre alliance et dans le nord. J'aimerais remercier la délégation italienne de nous avoir accueillis ici à Rome et j'attends avec plaisir le débat des prochains jours. Ma question est liée à l'Afrique. Quels sont, à votre avis, les pays prêts à accepter les valeurs démocratiques européennes? Quels pays seraient prêts à s'unir aux pays européens, à s'unir à l'OTAN et à nos organisations? Quels sont, à votre avis, les pays africains qui sont les plus prêts à entamer cette démarche, donc à accepter les valeurs démocratiques? Merci. La question pour le collègue grec, chef de la délégation grecque. Et après, à nous deux de répondre. Tout d'abord, merci. Votre accueil excellent, cher Lorenzo. J'ai une question. De quelle manière on peut continuer de travailler dans cette ville si magnifique? On ne peut pas travailler, la tentation est très forte. J'aimerais vraiment partir et aller visiter cette ville qui est juste magnifique. Mais pour ce qui est de l'honorable Minniti, je pense que vous devriez vraiment être fier de votre expérience au sein de la délégation italienne qui a un rôle toujours central dans l'Assemblée de l'OTAN.
sous la guide du président Chase. Alors, une question sur l'Afrique. Je pense que l'Europe a peur de l'Afrique. Je pense que l'Europe voit le continent africain comme une menace qui va de pair avec la migration. Nous avons abandonné l'Afrique à la Russie, à la Chine, à la Turquie, à d'autres pouvoirs. L'Union européenne a une position de défense vis-à-vis de l'Afrique. Et donc, je pense comment on peut affronter cette question. Et deuxièmement, j'aimerais être optimiste vis-à-vis du futur, mais je viens quand même de la Grèce et je suis obligée de me poser une question. Nous avons un problème entre Grèce et Turquie, un problème qui est lié à la région maritime de la mer Méditerranée. La Grèce et l'Italie ont pu coopérer et nous souhaitons pouvoir le faire avec la Turquie aussi, mais pour l'instant, la stratégie n'a pas vraiment fonctionné. Donc, dans quelle mesure nous pouvons être optimistes pour ce qui est de la gestion pacifique de la mer Méditerranée, de la gestion pour qu'elle soit pacifique et non pas compétitive. J'aimerais saluer l'honorable Elisabetta Galadini qui travaille pour le Conseil d'Europe. Et à vous la parole, monsieur le ministre. Alors, tout d'abord, merci pour les questions. Ici à Rome, nous avons l'habitude de travailler dans des conditions exposées aux tentations, mais nous avons aussi une histoire très ancienne et nous savons très bien que Athènes pourrait être un compétiteur de Rome. Donc nous savons très bien qu'un morceau d'histoire nous tient liés. Quand on a parlé, par exemple, du blocage de Hormuz, beaucoup de personnes ont été étonnées parce que nous pensions qu'un gros morceau de l'économie s'écroulerait. Mais on avait oublié l'histoire ancienne, l'histoire grecque, par exemple. Et pourquoi? Parce que, comme vous le savez, à la fin de la guerre du Péloponnèse, pour plier Athènes, Sparte a bloqué le détroit des Dardanelles, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc, nous avons adopté la même approche aujourd'hui. Et je réponds aux questions maintenant. Merci d'avoir mis l'accent sur la relation avec le sud du monde et l'Afrique. Votre pays est très important de ce point de vue. Et il est très important de comprendre qu'il y a un fil rouge qui lie, par exemple, la question de la guerre en Ukraine avec le Méditerranée et l'Afrique. Il y a un fil rouge. Il suffit de penser à la question des couloirs du blé. Sans ces couloirs, nous n'aurions pas eu une crise si forte en Afrique. Pourquoi? Parce que tout est étroitement lié. Et il faut penser aussi à la présence russe au Mali, à la présence de la République centrafricaine, la capacité d'influence en Afrique que nous devons considérer pour ce qu'elle est. Une tendance hégémonique, un acte d'hostilité vis-à-vis de l'Europe. Dit ceci, il y a des pays qui sont prêts en Afrique. Nous avons des pays, des démocraties, et il suffit de penser par exemple au Kenya. Nous devons penser par exemple au Nigeria qui a devant lui un défi dramatique pour sa propre sécurité interne. Nous devons penser à tous les interlocuteurs des pays africains. C'est clair, nous avons des différences à niveau de culture, d'histoire, et pourtant, ces pays africains sont les interlocuteurs principaux de l'Union européenne, et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, les délégations africaines sont ici présentes, et je les remercie parce que je pense que le dialogue parmi nous doit être crucial. Je pense par exemple à un aspect. Si l'Europe a pu, à un certain moment, éliminer la dépendance du gaz russe, elle l'a fait grâce à l'Afrique. Sans Afrique, l'Union européenne n'aurait pas pu se libérer de la dépendance du gaz et de l'énergie russe. Et pour conclure,
Une dernière considération pour ce qui est de l'Afrique. L'Europe est un retard dramatique. L'Europe doit comprendre que le continent africain n'est pas un problème. L'Afrique est une opportunité extraordinaire d'un point de vue de capacité de gouvernance des flux migratoires parce que nous avons besoin de main-d'œuvre jeune et formée. Je viens de parler du Kenya. Le Kenya, par exemple, est l'un des pays avec une grande capacité de formation des jeunes qui pourraient être mis en relation avec l'Europe. Une partie de ces nouvelles générations a été recrutée avec des moyens obscurs. Et ces personnes ont été envoyées faire la guerre en Ukraine. Et on leur a présenté la possibilité de sortir de la dépendance économique. Donc c'est un thème vraiment crucial. Parlons par exemple des minerais critiques. Si la Chine a résisté à l'offensive des droits de douane du président Trump, si la Chine peut attendre avec confiance la visite du président Trump de jeudi prochain, voilà pourquoi la Chine attend. Parce qu'elle a le monopole des minerais critiques et des terres rares. Elle a une capacité autonome de production. Elle a un rapport d'influence avec l'Afrique, sur l'Afrique. Et pour conclure, le sujet de la sécurité. Nous ne pouvons pas penser avoir le terrorisme international à quelques kilomètres de nos côtes. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vécu cela dans le passé. Cela voudrait dire frapper avec beaucoup de force nos capitales. On ne parle pas de il y a des siècles, on parle d'il y a quelques années. Ces menaces pourraient revenir dans un climat de guerre internationale. Le fait qu'il y ait des radicaux qui pensent tuer au nom de Dieu est une menace qui peut revenir. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à tous les acteurs, même en Occident, il faut utiliser peu le nom de Dieu quand on parle de guerre. Je ne sais pas si c'est clair. Grazie. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais conclure cette session. On va faire une petite pause. Ici, à votre gauche, il y a un espace pour prendre une pause. Merci à l'honorable Minniti pour votre intervention. On va recommencer à 11h55. On va recommencer avec le président Panathopoulos qui va présider la prochaine session. Merci du fond de mon cœur.